Donc, on va continuer sur la configuration des cartes réseau. Donc, on avait vu comment faire la configuration des cartes réseau, le concept déjà de la nomenclature des cartes réseau, ETH0, etc. Et là, on fait ce qu'on allait voir, c'était donc là on a vu la configuration .ubuntu, .red hat. Et là, on va voir dans la situation, on se retrouve avec un système avec cartes réseau multiples. J'avais fait mention, on avait fait un retour sur la question de udev et la détection de la MAC adresse, en fait, qui pourrait nous arriver avec un conflit si on change la MAC adresse, du fait qu'il le rajoute à l'intérieur du fichier udev, pour s'assurer que le nom qui est donné à l'interface soit toujours la même, peu importe la séquence de la détection. Et on avait justement pu voir, je vais mettre ça dans l'autre fenêtre. On avait pu voir grâce à la carte réseau sur clé USB que Yann nous avait fourni. 70 rules, excusez, 70. Donc là, on avait vu j'ai uniquement deux cartes réseau dans la machine. Donc la carte Ethernet physique dans le laptop, la carte wireless physique à l'intérieur de la machine, et là la carte wireless USB qu'on nous avait prêtée pour faire la configuration. Donc on voit là, c'est bien présent. Et là, si je remettrais une autre clé USB, ça serait WLAN 2, etc. Donc si je fais un changement de matériel, il faut que je pense soit à changer le fichier udev ou ajuster ma configuration pour que ça utilise le prochain numéro de l'interface. Chose qui est classique quand je migre des VM par exemple d'une machine à l'autre. Ça se peut que si la carte réseau est configurée pour que la MAC soit dynamiquement générée, à ce moment-là, quand je vais déplacer la machine d'un cluster à un autre, il va régénérer la MAC, et à ce moment-là, ma configuration réseau sur la machine est plus bonne. Donc il faut juste y penser quand on le fait. Je vais juste mettre ça aussi en 2 pour me libérer la barre en bas, et voilà. Donc c'est un point important à ne pas négliger. Donc on va continuer avec la possibilité de pouvoir un système avec plusieurs adresses IP sur la machine. Il peut avoir des avantages à avoir plusieurs cartes dans une machine. Donc si on a une machine qui va faire routeur en deux réseaux, après c'est discutable si cette machine doit avoir plusieurs rôles ou non. Si elle fait juste routeur, c'est un petit peu comme un appliance, mais c'est un Linux qui fait le travail, donc ça va. Est-ce que c'est opportun d'avoir une machine qui fait aussi serveur web ou autre? Faut voir la taille de l'entreprise, faut voir aussi les finances qu'on a là, c'est une réalité. Par contre, c'est sûr qu'il faudrait éviter pas avoir une machine qui fait les backups, qui a sur chacune des pattes. Vaut mieux ajuster les règles de firewall appropriées pour que les communications soient bonnes. Parce que ça reste que c'est dangereux là, ça fait un trou à l'intérieur du système de sécurité. Donc ça pourrait être un des cas où on aurait deux cartes réseau avec deux adresses IP distinctes. On pourrait aussi avoir, si on voulait avoir plusieurs adresses IP sur le même serveur, à ce moment-là, avoir deux cartes réseau est totalement inutile sous Linux, parce qu'on a la possibilité de définir des adresses IP virtuelles. Donc une carte réseau physique peut avoir plusieurs adresses IP virtuelles dessus. Donc on a l'adresse IP de base, la primaire, qui est définie sur le ETH0, et après on va avoir plusieurs adresses IP ETH0, 2.0, 2.1, 2.2, etc. Donc pour pouvoir définir plusieurs adresses IP sur la même machine. Ce que ça va nous permettre, c'est par exemple dans le cadre d'un serveur web, ce serveur-là, ayant plusieurs adresses IP, va pouvoir gérer plusieurs certificats SSL avec distincts, plusieurs virtualhosts qui c'est IP-based virtualhost pour gérer le SSL. Donc, et
personnellement, moi, j'ai jamais tapé la limite du nombre d'adresses IP et pourtant, j'ai déjà eu des serveurs où il y en avait 30, 40 dessus, là, ça, hein, puis ça gérait très très bien, là. Donc, ouais, il n'y avait pas de problème. Ici, on essaye de faire un serveur une adresse IP par serveur et on essaye de ne pas mixer les adresses IP. Ça dépend. Nous, c'était plus au début de. Tu sais, quand on fait du web hosting, là. Si tu veux réussir à rentabiliser ton coût, faut que tu réussisses à en mettre un maximum sur la même machine, parce que sinon c'est pas rentable, là. Et déjà à l'époque c'était difficilement rentable, ça permettait de niveler les fins de mois, là, mais c'est sûr que c'était pas une grosse source de profit, mais c'était du profit sûr, de l'argent récurrent constant. Donc ça permettait de nous assurer. Donc oui, on essayait de mutualiser un maximum de services sur une même machine. Pour ce faire, oui, on mettait beaucoup d'adresses IP sur la même machine, bien entendu avec un firewall pour pouvoir limiter les accès de l'un à l'autre. Mais ça marchait très bien. Et encore là, hein, il y a quelques serveurs qu'on a ici qui le font aussi, parce que ça reste pratique, si c'est pour justement mettre plusieurs règles différentes sur la source pour arriver à la destination. C'est possible aussi, au lieu d'utiliser des numéros, de définir des noms, hein, comme on voit ici où j'ai mis ETH0 LAN. Honnêtement, c'est rare que je le vois, parce que parfois l'adresse IP, si vous voulez mettre ETH0 client 1, ETH0 client 2, après le client il change, parce que donc là après ça t'oblige de changer les interfaces, tu le fais pas, puis après ça veut plus rien dire dans la réalité, là. Donc moi j'ai jamais vu réellement, mais c'est une possibilité, il n'y a pas de problème aussi. Donc pour la configuration, donc si on commence pour Ubuntu, donc on voit, donc je retrouve exactement toute la partie, donc la partie jusqu'à la ligne 14-15, j'ai toujours la même configuration, ça veut dire la définition de mon interface sur ETH0, et après j'ai la deuxième partie où j'ai ETH0 2.0, donc l'adresse IP virtuelle qui est définie, avec l'adresse IP donc que j'ai incrémenté de 1, donc au lieu de au lieu de 119 j'ai mis 200, et la différence c'est que évidemment il n'y a pas de gateway parce qu'il va utiliser la gateway du ETH0. La gateway par défaut, parce qu'il va sortir par là. Au poil. Et après, je pourrais rajouter au fur et à mesure les autres interfaces sans problème. Ce qui va me permettre après, comme je disais, de binder des applications uniquement sur une adresse IP. Donc je pourrais binder mon serveur Apache uniquement sur l'adresse IP 119 et mon service DNS uniquement sur l'adresse IP 200. Et après ajuster mes règles de firewall en conséquence pour faire la redirection de l'un à l'autre. Comme je dis, moi je l'ai beaucoup plus utilisé pour pouvoir offrir le même service vu que le SSL, avec la restriction du chiffrement des communications, c'était un peu compliqué de mettre parce que c'est pas toutes les applications qui sont en mesure d'utiliser l'URL, le nom qui est dedans quand c'est chiffré, donc qu'on parle de Apache ou du FTP ou des choses comme ça, donc parfois tu es obligé d'avoir une adresse IP dédiée, donc ça facilite. Ou alors tu as deux services sur la même machine mais sur des ports différents. Je sais pas, tu pourrais avoir le serveur de chat Spark qui est sur tel port, puis là tu veux mettre le même service, là tu te dis je vais le mettre sur la même machine parce que pour une raison X, mais là tu vas prendre un autre port mais il est déjà pris par l'autre installation, là tu mets une autre adresse IP, donc là ça lui permet d'utiliser le même numéro de port mais sur deux adresses IP, sur deux interfaces distinctes. J'aurais... Hein? Non, parce qu'en fait, c'est pas la même interface. C'est la même carte physique, mais c'est deux interfaces distinctes. J'ai l'interface ETH0,
mais j'ai l'interface ETH 2.0. Oui, effectivement, à la fin, ça va sortir par le même fil. Mais au niveau du système, c'est deux interfaces distinctes. C'est le kernel qui se débrouille avec le problème de gérer le fil. Ça va? Justin? Ouais? Ok. J'ai pas donné la configuration pour Red Hat, là je viens de constater, mais grosso modo c'est la même chose. En fait, c'est comme quand on avait vu pour la configuration d'une adresse IP. La seule différence, c'est vraiment au niveau du nom de l'interface, où on va mettre 2 points, puis l'identifiant, donc soit un numéro, soit un identifiant nommé. Okay. Il y a juste un élément à prendre en considération lorsqu'on fait ça, c'est que lorsque la sortie, donc quand le serveur va communiquer à l'externe, il va prendre l'adresse IP de l'interface de la carte réseau physique, donc ETH0. Hein? C'est ça. Donc ici, si on reprend effectivement, quand le serveur va initialiser une connexion, ça va provenir du 119. Okay, donc, on peut mettre des règles de firewall ajustées sur ce qui vient. Donc, ça vient vers moi sur le port 119, je l'autorise, sur l'adresse IP 119, excusez, ou sur l'adresse IP 200. Donc ça, je peux. Mais quand je sors, par défaut, ça va toujours sortir avec la 119. Il y a des tours de passe-passe pour réussir à faire en sorte que parfois ça sort sur le 200, mais ça complique. En tout cas, moi j'ai jamais vraiment utilisé ça parce qu'on arrive toujours à contourner avec une logique différente, mais ça se fait, juste pour connaissance. Là, avec iptable, c'est possible. Des questions? Non? Ok. Donc là, on va voir aussi l'autre situation. On va voir deux cartes réseau. C'est pour pouvoir faire les mettre en agrégat. Donc en fait, c'est deux cartes réseau ensemble qui vont communiquer vers la même switch pour pouvoir nous permettre d'avoir la redondance. Un résultat, si j'ai un problème matériel, physique avec une des cartes réseau, elle meurt, la deuxième continue à répondre. Donc j'ai pas de perte. Ou alors si on est en train de jouer en arrière des fils du serveur, on accroche un câble, au moins le système continue à fonctionner sur son deuxième carte réseau. Okay. Il y a plusieurs protocoles qui existent. Il y en a qui obligent de configurer la switch à l'autre côté pour pouvoir s'assurer de la communication. Donc ça c'est si on voudrait par exemple avoir les deux cartes actives en même temps. Par exemple, j'ai deux cartes 1 gigabit, là je voudrais que ça puisse communiquer en 2 gigabits. Là. Donc en fait, la switch utilise pour communiquer sur les deux fils, pour augmenter le throughput disponible. Mais pour pouvoir faire ça, ça voudrait dire que les deux cartes réseau sont actives. Donc il faut un travail de pair avec la switch. Donc parfois, il faut être obligé. Là, ce que je vais montrer, c'est la configuration qui est en failover. C'est-à-dire, peu importe la switch que j'ai de l'autre côté, au niveau du système, j'ai juste une carte réseau qui répond à la fois. Donc ça va me permettre, j'ai une master, une slave, qui permet en sorte de pas être dépendant de la switch de l'autre côté. C'est sûr que c'est mieux si on peut communiquer avec la switch, mais ça dépend dans quel environnement on est. Là, avec le Cisco, ça se fait très bien, mais après, une adresse IP, effectivement, sur deux cartes, et l'adresse IP va balancer de l'un à l'autre. Au besoin. Et je sais pas sur quelle carte, je sais pas la commande pour savoir sur quelle carte elle est actuellement. Non, il n'y a pas de problème en fait. C'est une adresse IP virtuelle qui va générer. Ouais, j'ai-tu un exemple? Non, je l'ai pas. Ah non, c'est ça. J'ai pas fait un exemple parce que c'est vrai que à la maison, j'ai pas configuré mon desktop.
Peut-être quand mon enfant va naître, j'aurai besoin d'avoir une redondance réseau. C'est ça, quand il passera en arrière de la machine. Donc, ouais, j'ai le temps. Là. Ouais, puis je pense que je vais protéger mes fils à la place. Là, parce que ça protégera pas mon électricité. Bon, allez. Donc, le nom de l'interface qui va être créé, la nomenclature encore une fois, ça va être le nom, c'est bound pour bounding, le terme en anglais pour agrégat, et qui va regrouper les deux interfaces ETH0 ou ETH1, et il va jumeler ces deux interfaces pour en créer une, pour que le kernel ce soit plus facile pour lui, et qui est le bound 0. Donc si on reprend au niveau du Red Hat, donc au niveau du Red Hat, je vais avoir les deux fichiers des interfaces des cartes réseau physiques, donc des devices, ETH0 et ETH1, parce qu'évidemment, peut-être que je pourrais le faire avec des adresses IP virtuelles, mais non, je pense pas. Tu sais, parfois il y a des trucs bizarres là qui marchent là, sous Linux, tu te dis, ouais ok, comment ça se fait que ça marche là? Limite, faudrait l'essayer pour voir, juste pour le plaisir. Donc peu importe. Donc, et là, on a le band 0 aussi, la configuration. Donc, si on regarde, ETH0, ETH1, qu'est-ce que je leur dis? Je lui dis que le master, c'est l'interface de bounding, 0. Bon, ils sont en mode slave, les deux. En fait, il y en a un qui va prendre le contrôle. Et au niveau de l'interface 0, c'est là que je lui mets l'adresse IP. Ah, j'ai oublié de mettre le gateway. Bon, peu importe. Pour pouvoir faire la configuration. Et lui, vu que au niveau des interfaces physiques, ça lui dit d'utiliser comme master le band 0, il va savoir qu'il faut qu'il se link avec lui. Ouais, mais il va en prendre une des deux là. Bon, ouais. Il va en activer une. Non, c'est ça. Même chose, hein, c'est grosso modo la même chose au niveau du Ubuntu. Donc j'ai les deux interfaces et il va activer le bounding en mode 0. Dans les deux cas, je suis en failover qui sont présents. Dans les deux cas, je vous ai mis le lien vers la documentation du Ubuntu et du Red Hat, où là, il y a plus d'informations au niveau des options. Hein. Si je prends par exemple le Ubuntu, vu que c'est plutôt ça qu'on a décidé, on va voir à la fin, il y a la partie avec, si on voulait configurer donc en LACP, qui est le protocole là, et je pense qu'il y a même les instructions du Cisco qu'on peut mettre. Ah ok, non, ça c'est les différents modes de configuration disponibles, Active Backup, Balance, Broadcast, et certains nécessitent plus ou moins de configuration au niveau de la switch. Ah, je pensais qu'il y avait les instructions au niveau de... Le lien? Ah, c'est celui-là à la fin complètement, à l'intérieur de l'encadré. Et vous avez, comme je dis, la même chose pour le Red Hat. Parce que bon, je pense que quand on est rendu à le faire, là c'est vraiment une vue d'ensemble de la configuration. Mais quand on est rendu à le faire, on veut voir les différentes options qui sont possibles. C'est pour ça que je vous ai mis plus le lien pour à ce moment-là vous regarderez les autres modes disponibles que juste le failover qui est présenté ici. Mais comme je dis, tout l'important là-dedans c'est de dire c'est possible de le faire et le nom de l'interface c'est band 0, peu importe comment c'est configuré, on voit qu'on peut avoir une liste d'interfaces qui lui sont reliées là. Ouais, je pense que je pourrais. J'avoue que j'ai toujours fait avec deux interfaces, mais de prime abord, je pense que je peux pouvoir en avoir 3, voire 4. Ou peut-être j'aurai un gain, ça va être quand je vais les mettre en agrégat pour augmenter mon throughput. Mais encore là, il faut que j'ai le device aussi à l'autre bout qui le supporte.
Et aussi le câble réseau, tu sais que il a quand même la gestion. Si la switch fait juste du gig, puis que ma carte elle est en gig, même si j'ai 10 cartes de monnaie, le uplink il est à 1 gig, qui sera 1 gig, je n'irai pas plus vite que ça. Là. Par contre, si j'ai une switch 10 gigs, ben, ça peut peut-être valoir plus la peine, mais bon. Ouais. Des questions? Ça mettrait fin en fait au niveau de la configuration du réseau. Et on tomberait sur la gestion des packages. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la configuration du réseau ou on passe aux configurations qu'on utilise les... le concept réseau, c'est que tu reviens à la première partie. Donc, où je sais plus ce que j'avais mis dans l'atelier du réseau. J'imagine qu'on utilisait les adresses IP, la machine clone. Optionnel. Ok, donc là j'avais configuré les. Je vous suggérais d'utiliser les deux serveurs pour pouvoir faire la configuration réseau de l'un à l'autre. Bon, je pourrais vous laisser faire, puis on irait avec les concepts, une révision du système de package. Parfait. Ok. Donc, je vous ai mis l'ensemble j'ai remis les parties de la gestion des packages qu'on avait vu dans les Linux 101. Je les recopié en fait à l'intérieur. Je reprendrai pas tout, parce que je vais juste surtout revenir sur les concepts des packages. Au niveau des commandes du YOM puis du APT, je vous laisserai vous amuser avec, les rechercher le moment venu. Mais en fait, j'ai quand même remis l'ensemble de la documentation à l'intérieur du Linux 201 pour que vous l'ayez. Et j'ai mis entre parenthèses quand ça a été du copier-coller qui a été fait. Okay. Donc, si on fait un retour, un survol rapide, là, moi, mon objectif, c'est que on revoit là les concepts des systèmes de package et des logiciels. Et donc, jeudi, on va voir comment faire la configuration du logiciel qui va chercher les packages sur Internet. Donc, on va voir plutôt le côté administratif de la gestion des packages. Et on va commencer... Je vais encore faire le Red Hat et le Ubuntu, parce que vu qu'ici on utilise pas mal le Red Hat, et que je pense que c'est intéressant au moins d'avoir les deux. Donc on va voir comment configurer YOM et comment configurer APT pour aller chercher sur Internet. Donc plus juste en termes de j'utilise les packages qui sont disponibles, mais je configure mon système pour qu'il aille chercher des packages à droite, à gauche ou comme bon me semble. Ok? Donc, si on fait un retour rapide sur le système de logiciels, donc beaucoup de logiciels donc sont libres et viennent directement avec la distribution. Comme je disais ici, 95% du temps, les packages sont installés avec la commande sur YOM ou APT qui va chercher dans une liste d'un repository sur Internet, il télécharge et ce repository, il est géré par notre distribution, donc on parle de Ubuntu, Debian, CentOS ou autres, c'est eux qui gardent cette liste de packages. C'est ce qu'on va voir aussi comment rajouter ces dépôts, ces repositories par la suite. Mais c'est très rare que moi je me dis je veux installer par exemple VLC. C'est très rare que je vais me dire je vais installer VLC
que je vais faire un Google VLC, chercher la page web du projet et télécharger le fichier qui est sur le site web. Je le fais, c'est vraiment jamais là. C'est 80, même 19, je pourrais dire, du temps. J'utilise uniquement le système de gestion des packages qui vient avec ma distribution. Ok. Les systèmes de package, on a... Oui, la machine a toujours accès à Internet pour pouvoir aller le chercher. Le cas échouant où je me retrouve avec une machine avec des contraintes d'accès à Internet dans une DMZ ou autre, je vais me retrouver à configurer un serveur qui, lui, a accès à Internet, télécharge les fichiers localement. Donc, en fait, il va me faire un repository local pour l'entreprise, et mes serveurs qui sont dans une DMZ avec accès Internet restreint ne communiquent pas directement sur Internet, mais communiquent avec mon serveur à l'interne qui lui a l'ensemble des packages présents. Avantage, réduction du coût de téléchargement, hein, parce que si le logiciel est téléchargé 10 fois, il a été téléchargé une fois sur Internet, hein, et distribué aux autres sur demande. Donc ça va être vraiment comme ça qu'on va faire la gestion des packages, et ça va me permettre de faire une gestion plus facile des mises à jour, en fait, d'un cycle de mise à jour en ayant mon système de repository à l'interne. Il y a des logiciels qui permettent de faire une gestion plus avancée. Spacewalk va nous permettre d'avoir une gestion des packages centrale et d'avoir un avertissement si le système n'est pas à jour. Mais un simple serveur web peut très bien faire usage de serveur de repository. Là. Je suis pas obligé d'avoir toute une machine à gaz pour pouvoir faire le service. Okay. Donc c'est ça. Comme je dis, 95% des logiciels sont installés en package, ou sinon on peut aussi les compiler, mais on va voir ça, on le verra après avoir fait le système de package. La compilation demande plus d'efforts à l'administrateur pour faire le déploiement, et pour les mises à jour c'est encore plus compliqué. Les principaux systèmes de package, donc de logiciels, de fichiers lors de la distribution. Donc on a les fichiers RPM de Red Hat. Donc ces fichiers-là, donc un RPM c'est quoi? C'est un fichier, c'est l'équivalent d'un zip ou d'un tar.gz qui contient l'ensemble des fichiers, et c'est les fichiers qui sont contenus, c'est déjà compilé. Hein. Donc un RPM, il est fourni pour une architecture. Donc si j'ai un logiciel compilé, j'ai un RPM qui est fourni pour x86, x86 64 Spark ou autre, ou ARM ou peu importe. Donc il est vraiment dépendant de l'architecture. Bien sûr, je peux quand même avoir des RPM qui contiennent uniquement des scripts. Donc à ce moment-là, c'est des no-arch, donc ils n'ont pas de dépendant de l'architecture, hein, parce que ça pourrait être juste des fichiers qui sont déployés. Mais souvent, le RPM va être quand même dépendant d'une architecture donnée. Le RPM ou même le Debian, c'est la même chose. Hein. La majorité des packages sont dépendants de l'architecture. Les packages sont faits pour une distribution. Je peux difficilement prendre parce que le format RPM est utilisé par plusieurs distributions. Hein. J'ai le RPM qui est de CentOS, le RPM de Fedora, j'ai le RPM de SUSE, et techniquement, je ne peux pas prendre l'un puis l'installer sur l'autre. Je vais avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que le RPM, il s'attend à se dire, ok, par exemple, j'installe PHP, je m'attends à ce que Apache soit présent. Donc lui, quand on va essayer d'installer PHP, il va dire, ah, je peux pas m'installer parce que j'ai le package Apache, il n'est pas présent. Ah, c'est pas le bon path. Lui, il fait des validations au niveau des fichiers pour gérer ses dépendances. Donc c'est ce qui nous assure aussi que le système est intègre. Ouais, petite gazette. Désolé. Donc, et l'avantage d'utiliser le RPM, c'est ça, c'est qu'il nous assure une intégrité du système. Il ne va pas nous laisser installer ou désinstaller des logiciels qui rentrent en conflit ou qui sont dépendants.
Donc dans le cas de quand on avait installé VLC lors de la première session, donc avec les fichiers Debian, avec apt-get, quand on avait installé VLC, ben, il avait installé toutes les librairies pour pouvoir lire les vidéos, etc. Donc il s'était assuré de la dépendance pour que VLC fonctionne bien. En même temps, si on essayait de désinstaller une librairie vidéo, il nous dirait non, tu ne peux pas le désinstaller parce que VLC l'utilise. Donc ça nous assure que notre système reste intègre. Donc c'est justement la gestion des dépendances qui est ici, qui est nommée là. En plus de l'installation, donc du déploiement des fichiers proprement dit, donc des binaires qui vont être présents, ils vont aussi avoir des scripts d'installation et de désinstallation. Donc quand on installe un service, donc par exemple encore prendre le cas de Apache, ben, quand je vais installer Apache, ben, lui il va créer l'utilisateur de service Apache aussi sur le système pour s'assurer que bon, ben, la restriction des droits, etc., que le service roule uniquement avec des droits restreints. Donc ça va nous permettre de, encore une fois, l'intégrité du système et la configuration soit pas nécessairement complète, mais à la fin, quand le RPM est installé, normalement le logiciel fonctionne avec une configuration de base. Peut-être pas optimale, peut-être pas comme on veut, mais il y a une fonctionnalité qui est déjà présente. Que l'on parle de Deb, de RPM ou du Debian, en fait, c'est vraiment en deux étapes. La gestion des packages, tu as le fichier RPM avec le système de base de données RPM qui est présent, et tu as le logiciel qui va chercher sur Internet les packages, dans le cas de Yum ou apt-get. Je pense... est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. Ah, je l'ai pas pris. Je voulais le mettre ici. Donc, il y a... Non, je veux dire... Ah, j'ai pas tout pris. Si je fais next, j'aurais pas le bon visuel. Si on reprend, hop, je suis allé sur Linux. Ah, j'aurai le même problème si je fais next. Est-ce que je l'ai? Cherchez juste le diagramme. Et non, j'ai pas le diagramme. Pas grave, je vais le dessiner à l'écran. Je vais le dessiner à l'écran. Oui, non, je vais pas dessiner au tableau. Tant pis. Donc, hop, que ce soit le RPM ou le Debian. Donc, ces fichiers, donc si je reprends encore dans le cas de VLC, donc on va mettre .rpm ou vlc.deb. Ça va contenir les fichiers donc usr, bin, vlc. Regardons, hein, tiens, pourquoi -l VLC, donc avec dpkg je peux lister les fichiers qui sont présents. Donc on voit j'ai plusieurs binaires usr, bin, q, vlc, s, vlc. J'ai les libs à l'intérieur des plugins, etc. Donc on voit tout ça à la fin qui est là. USR, share, donc j'ai plusieurs fichiers qui sont contenus. Évidemment, comme je disais, vu que c'est des binaires, je suis dépendant de l'architecture. Bon, donc là j'ai une liste de fichiers qui lui est attribuée. Par contre, ce RPM, lui, il dit j'ai des dépendances. C'est là qu'on va se voir. Je pense que c'est R. Non.
Ouf, ça je l'aurais supprimé en plus. Pour R c'est remove. Heureusement que je suis pas en route. Hein. Ça arrive. Cache, PKG info. VLC. À force de passer d'une distribution à l'autre, après, hop, on va afficher les dépendances de VLC. Cache. Copie. J'aurais pu utiliser VLC. Wow. Ouais, pas mal, hein. On va le piper dans l'S. Donc on voit j'ai beaucoup de dépendances au niveau du VLC. Donc lui il me dit pour pouvoir rouler VLC, ben, dans les différents codecs, là, lib AV codec 53, lib AV codec 53, je listerai pas tous là, mais oh il y a lib AA AA1. Ça permet de faire du ASCII, c'est vraiment cool. En tout cas, donc il y a plusieurs dépendances qui sont là. Donc en fait, le fichier RPM qui est ou Debian sur Internet contient des fichiers compilés, donc des fichiers à l'intérieur. Ce fichier RPM dit, parce qu'en fait c'est à l'intérieur du deb qui dit j'ai des dépendances, pour pouvoir m'installer, tu dois installer ça. Moi en soi, je pourrais aller sur Internet puis télécharger uniquement le fichier deb ou uniquement le fichier RPM puis l'installer, donc sans avoir Internet, faire l'opération manuelle. Le problème, quand je vais essayer de l'installer, ben, il va falloir que je m'assure que manuellement, préalablement, j'ai installé l'ensemble des dépendances qui sont là. Donc on voit là je suis juste en VLC, j'en ai beaucoup. Donc là, il va falloir que, puis au début là, en 98 là, quand on commençait là, oui, putain, on se faisait chier. Hein. Puis il fallait tous les télécharger à la main, puis ben, et en plus on n'avait pas toujours Internet, puis il fallait que tu sois par téléphone. C'est ça, c'était vraiment la galère là. C'est quand t'avais hâte que t'avais des magazines, puis dans les magazines ils fournissaient des CD, puis t'avais hâte d'avoir le magazine pour avoir le CD, parce que c'était moins long de télécharger là. C'était la belle vie là. Ok. La belle époque, quand tu restais à l'école parce que t'avais Internet. Bon, donc il faut gérer l'ensemble des dépendances. L'avantage maintenant, c'est qu'on a des systèmes qui gèrent automatiquement, qui vont aller chercher les RPM, donc ils vont gérer des repositories, des dépôts de RPM, et ils vont s'assurer que les dépendances sont résolues. Si on reprend, donc j'ai toujours ça, quand je vais utiliser yum ou apt, donc apt get, apt cache, etc. Quand je vais dire, donc si on prend encore le VLC, je vais faire apt VLC. Lui, apt a une liste de repos, de repository où il va aller chercher et il va dire je recherche VLC. Voilà, il va peut-être m'en donner quelques-uns. Bon, j'ai VLC avec plusieurs plugins, mais peu importe, on va se concentrer juste sur lui. C'était celui que j'ai déjà installé de toute manière. Et donc, si quand je vais lui dire à apt, fais l'install de VLC, okay, donc il va aller chercher, bien entendu, le fichier qui contient l'ensemble des fichiers binaires, etc. Mais en plus, avant de faire l'installation, il va rouler la commande, ou du moins réaliser l'opération en background, apt-get, et il va aller chercher les dépendances. Donc, une fois qu'il va rouler, il va dire, j'ai besoin que ceci soit résolu. Donc, il va faire l'install, mais avant, il va faire le deps de VLC. Bien entendu, c'est possible que pour pouvoir installer, pour répondre à la demande de libAA, il y a peut-être d'autres dépendances. Ça, c'était le pire, hein, quand on se rendait compte qu'on résolvait une dépendance, puis qu'il fallait. Donc, lui, il va faire la validation des dépendances, des différentes dépendances en conséquence. Lib
AV codec 53, etc. Et il va faire le téléchargement de tout ça et il va les installer, bien entendu, dans le bon ordre. Et il va faire install tout. Okay. Ouais, c'était ennuyeux. Donc c'est vraiment comme ça que le système va fonctionner. Et ce qu'on va voir donc à la prochaine session, donc jeudi, on va voir comment configurer, on va commencer par Yum, comment configurer justement ces dépôts, comment ça fonctionne pour aller, au lieu de juste dire, bon, je fais Yum, search, mon package ou apt cache search, ça marche, ou oui, je l'ai ou je l'ai pas, mais comment rajouter, comment configurer cette application pour aller chercher des repos, parce que s'il n'est pas là, il faut bien que j'ai une opération, il faut bien que je puisse faire quelque chose pour installer mon logiciel. Donc plus le côté administratif de l'opération. Des questions? On verra un cas pratique avec le cas de Postgres sur Red Hat sous Sentinel. Quand je dis, c'est aussi pour les mises à jour. Yum et apt sont aussi en mesure d'aller chercher les mises à jour. En fait, eux, ils vont regarder ce qui est installé sur la machine, ce qui est disponible dans le repository, dans le dépôt. Eux, ils font vraiment le lien entre ce qui est installé sur la machine ou ce que tu veux installer depuis Internet. Puis, en fait, eux, c'est vraiment en couche parce que eux, Yum ou apt communiquent sur Internet, mais ils sont pas en mesure de rien installer en fait. Dans la pratique, ils passent la balle à une autre application qui est sous Debian DPKG ou RPM dans le cas de Red Hat. Je vais vous montrer. Ça va pas long. Je vais arrêter la vidéo là. Puis je vais vous montrer un petit dessin parce que je l'ai juste pas transféré en fait.